Bonjour à toutes et à tous, 6e journée de ce 55e Salon de l'Agriculture. Fréquence USJ est ravi de vous retrouver avec son émission À travers champs, on le rappelle, en direct sur Facebook. On est en direct au show, au studio du Siècle Vert, ici, porte de Versailles à Paris. Et pour cette 7e émission, le programme est une nouvelle fois très riche, avec un invité politique qui était l'une des attractions du premier tour des élections présidentielles de 2017. Jean Lassalle sera avec nous d'ici quelques minutes pour répondre aux différentes questions de nos journalistes. Et puis, dans une poignée de secondes, vous le verrez, l'ami des animaux, Dimitri Hainaut, viendra accompagné de deux animaux assez particuliers. Vous le verrez d'ici quelques instants. Tout au long de l'émission, nos journalistes viendront réagir sur l'actualité de ce 55e Salon de l'Agriculture. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur le live Facebook de l'émission À travers champs, ainsi que sur Twitter avec les hashtags Fréquence USJ et À travers champs. La 7e émission commence maintenant. Puis je vous en parlais, l'ami des animaux est avec nous, Dimitri Hainaut. Vous êtes accompagné d'un poney. Et pas qu'un de seul, Et pas que d'un. Exactement. Bonjour Sacha. Alors voilà, ils sont pas sous leur meilleur profil, mais je suis actuellement accompagné donc de Zoé, Justine, Canaille et Rezeda, qui sont donc des poneys Shetland qu'on peut trouver au pavillon 2.1 au sein donc du stand de la Fédération française de l'équitation. Et donc déjà, présentez-nous pourquoi des Shetland au sein de votre pavillon et au sein de votre stand. Alors, le poney Shetland, ça a l'avantage que c'est petit en taille et donc dans le cadre des initiations avec les enfants, c'est super. C'est un poney qui est très gentil et ça permet de faire découvrir l'équitation aux plus jeunes ici sur le salon. Justement, sur votre stand, vous proposez un peu des cours aux enfants. C'est pour ça justement que vous avez choisi les Shetland, on imagine. Comment ça se passe les cours? Comment on peut s'inscrire? C'est gratuit? C'est pour les enfants? C'est pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est des petites séances d'initiation gratuites. Tous les enfants peuvent venir s'inscrire au stand et on les accueillera avec plaisir pour qu'ils découvrent toutes les richesses de l'activité avec les poneys. C'est un loisir sportif qui est éducatif, qui est bon pour à la fois le moral et la forme. Enfin, c'est un sport complet et super. Complet et donc gratuit aussi pour tous les enfants, donc au sein du pavillon 2.1 sur le stand de la Fédération française de l'équitation, car oui, c'est la Fédération française de l'équitation, on peut voir avec les logos, et aussi sur les poneys, c'est écrit directement, Fédération française de l'équitation. C'est votre combienième salon de l'agriculture? Je crois que... Alors personnellement, c'est mon 3e salon de l'agriculture, mais ça fait un petit moment que la fédération vient ici, puisqu'on est aussi un des acteurs majeurs du monde rural. Et on vient notamment ici en représentation institutionnelle pour rencontrer des politiques et parler des problématiques des acteurs de la filière équestre au quotidien. Et pareil pour vous, c'est aussi votre 3e salon, ou vous en avez déjà fait un petit peu plus que ça? Non, pour moi c'est le premier en fait. Voilà. D'accord, premier salon du coup. Ces poneys, on en a parlé un petit peu avant, sont des poneys qui viennent du 92. Voilà, il s'exprime, il a le droit, c'est sa liberté. Donc ils viennent du 92, ils viennent d'où précisément? Ils viennent du centre équestre de Chaville, voilà, qui propose des activités équestres, notamment pour les enfants. Donc voilà, ils ont la gentillesse de nous apporter des poneys pour faire découvrir l'équitation aux enfants sur le salon. Eh bien merci à vous en tout cas d'avoir apporté ces 2 poneys au sein de notre pavillon. Moi je vous souhaite un très très bon salon, je ne sais pas si vous avez une question Sacha? Et par curiosité, combien pèse un poney comme celui-là par exemple? 2 fois plus que moi. Je pense que dans l'idée, c'est à peu près ça. Des poneys comme ça doit peser environ 150 kilos. Voilà. D'accord, ok. Après, Pas 2 fois. Okay. Bon, Pardon. Dimitri, une petite démonstration après l'explication? On verra ça plus tard. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup d'être venu, de vous être déplacé au sein de à côté de notre stand pour cette émission. On vous souhaite une très bonne fin de salon et merci encore du déplacement. Donc pour ceux qui sont intéressés, pavillon 2.1 pour pouvoir monter sur les Shetland pour les enfants, donc initiation gratuite. Merci encore. Merci Dimitri Hainaut. Et on retrouve Patrick Urban pour un récapitulatif des faits marquants d'hier, une journée qui était dédiée aux jeunes. Bonjour Sacha, exactement. Le concours des jeunes professionnels de vin s'est déroulé hier à 9h. Il a récompensé des lycéens, des lycées agricoles des étudiants de lycée agricole, je vais y arriver, distributeurs ou producteurs de vin. Emeline Citerne du lycée de Montreuil, Belay et Guillaume Rouvin du LEGTA de Libourne ont été médaillés dans la section distribution. Du côté de la section production, c'est Clément Dumont du LEGTA de Beaune qui a été médaillé.
Eh bien, bravo à eux. Et puis le concours général agricole pour les bovins s'est aussi poursuivi hier. Oui, la race Aubrac, celle d'hôte l'égérie du salon de l'agriculture, était à l'honneur. Vaches et taureaux se sont affrontés durant le concours hier. Le prix du championnat mâle a été attribué à Imanol. Honorine, quant à elle, a remporté le prix du championnat dans la catégorie femelle. Jiki, dans les autres résultats du concours bovin, Jiki et Joker pour la race salaire, Eker pour la race bretonne Pinoir et Eden pour la race tarentaise ont tous remporté un prix durant le concours respectif. Très bien, et pour finir, un mot des résultats des concours de l'espèce équine. D'ailleurs, on peut voir que D'accord, justement, ils étaient là, mais ils ne faisaient pas partie du concours. Le concours modèle et allure a continué hier. Pour rappel, ils jugent la morphologie des chevaux, mais aussi leur déplacement au pas et au trot. Pour la race Cob normand, Fassol de Bintière a été déclarée grande championne du concours, puis Furioso des Fietres dans la catégorie étalon. C'est un accent espagnol, je suppose. Et justement, Fiesta du Carlos dans celle des juments sont arrivés en tête du classement pour le concours de la race des Comtois. Pour connaître en détail les autres résultats des concours qui se sont déroulés hier, rendez-vous sur le site internet www.agricole-concours.com, rubrique palmarès. Très bien, merci pour ce point très exhaustif. On se retrouve demain, j'imagine, Patrick. À demain, Sacha. Merci beaucoup. À travers champ, on revient d'ici quelques secondes avec Jean Lassalle qui sera avec nous pour répondre à différentes questions sur l'actualité ainsi que sur le salon de l'agriculture. A tout de suite. Toujours en direct sur Fréquence ESJ avec notre émission À travers champ, en direct du studio du Siècle Vert. Et on retrouve comme promis Jean Lassalle. Déjà un grand merci Monsieur Lassalle d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment allez-vous? Bonjour d'abord, et je vais très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est vraiment très, très sympa. Siècle Vert. Siècle Vert, exactement. Merci. Merci à vous. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais ici, on a une petite particularité. C'est qu'on présente tous nos invités d'une manière assez singulière avec un rap. Et pour cela, Camille Garcette va nous rejoindre sur le plateau. Vous allez le voir, il va mettre en perspective votre carrière d'une manière assez particulière. Camille Bonjour. Garcette, t'es pas des Pyrénées, t'es pas un gros à moi? Non, malheureusement, je viens pas de chez vous, je suis désolé. Ouais, mais j'aurais bien aimé, c'est vrai que c'est une belle région. Alors, je vous explique un petit peu le concept. Je vais parler de vous, de ce que vous avez fait, un petit peu votre parcours. Je vais un peu piquer sur certains points, mais tout en restant sympa. Vous inquiétez pas, ça devrait aller. Vous êtes tellement sympa depuis le début de l'émission que ça me fait un peu mal de vous dire ça, mais... Si, il faut. Ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, on est parti alors. Jean Lassalle, venu direct des Pyrénées. Je suis sûr que là où vous êtes né, y a pas encore de 4G. Venu d'un petit patelin où on n'y parle pas toi. Oui, c'est dans ce genre d'endroit où on dit qu'on y festoie. Vous parlez l'occitan, une langue paranormale. En France, toujours à l'employé, vous êtes 14 au total. Faut dire que c'est compliqué, difficile de décrypter. Lorsque vous vous exprimez, faudrait mieux le sous-titrer. Supporter le modem a été un de vos chapitres. Dans un match de foot, est-ce que vous supportez l'arbitre? Votre carrière continue, toujours dans l'idéal. Vivant de grève de la faim contre l'usine de Toyal. Faut dire que l'avantage d'avoir eu la dalle, c'est que pour une fois vous teniez la ligne et c'était pas trop mal. Vous créez par la suite votre ligne politique appelée Résistons. Je connais le manque d'inspi dans votre parti. Vous faites avec vos moyens. À l'Assemblée, vous êtes je suis pas sûr qu'un seul vote ça puisse changer. Faut dire que l'important, c'est de participer. L'écriture est simple, rien de très mystique. Vu votre zéro pointé en psychotechnique, Jeanne de la Sala, c'est tout de suite plus stylé. C'est dorénavant comme ça que je vais vous appeler. De votre région, vous êtes fiers et à raison. Jeanne de la Sala, homme de fête, donc festoyons. Merci Camille. Merci. Quel talent, c'est l'idéal, tu vois, qui m'a plu. L'idéal. C'est l'idéal là, et c'est la cause de ma vie. C'est vrai. Écoutez, je vais quand même vous proposer quelque chose. Est-ce que vous, à votre tour, vous voulez pas me répondre? Je vous ai écrit un petit truc, si vous voulez le lire. Participatif. J'ai vu que vous étiez chanteur. Vous étiez chanteur. Normalement, à l'Assemblée, vous avez fait. Vous êtes un petit peu. Mais il va me manquer les lunettes. Qui c'est qui a une paire de lunettes de loup? Il faudrait une paire de lunettes, s'il vous plaît, si quelqu'un a une paire de lunettes. Oui, je vais la rendre, tout à l'heure. Exceptionnellement.
Et parce que si on n'a pas de lunettes, c'est Personne pas n'a des grave. lunettes. sur l'intérieur du manteau, je pense. Ah là là, c'est tellement... Oui, non, pas presbyte. Toi, t'es presbyte. D'ailleurs. Bon. Alors là, je vois encore moins qu'avant. Écoutez, Quelqu'un a merci acheté des monsieur Lassalle, lunettes, c'est pas grave. Non, Je non, vous mais remercie. dis-moi ce que c'est, parce que Non, je vais mais essayer c'est- Non, mais je vais faire écarquiller les yeux. Alors, vous voulez que je vous le souffle? Tu veux me clasher, Oh, mais c'est ça. oui, c'est ça. Mais tu veux que je le traduise? Non, bah, vous pouvez le lire tout simplement. Tu veux me clasher, mais je pouvais être les parents de tes parents. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je pouvais. Pourquoi tu m'as dit je pouvais? Je pourrais. Ensuite, Ah si oui. tu veux. Je pourrais être. Alors ça y est, j'ai compris. Hein. Tu veux me clasher, mais je pourrais être les parents de tes parents. Si tu veux me piquer, commence par être dans les temps. Là, c'est méchant ça. Quand tu veux, toi et moi, au micro, que je te montre qu'on en a sous le capot. Ça, on en a. Oui, ça, c'est Exactement. vrai. Voilà, bon, Merci à vous, Ça, c'est bravo, c'est finalement, je lis formidable. sans lunettes, tu vois. Et bah, C'est franchement, finalement, c'est- j'apprécie l'intention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lassalle. Bravo. Allez, Merci. merci. Et l'idéal. Merci beaucoup. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est important en politique. Voilà. Merci beaucoup Camille. Et de rien. Ça vous était déjà arrivé d'avoir une présentation en rap comme ça ou c'est la première fois? Oui, chez les étudiants. Chez Les les étudiants étudiants. m'ont beaucoup invité. J'ai fait moins de dégâts que Vauquier, monsieur Vauquier. Et j'ai vu tout le monde, encore pratiquement. J'ai fait les plus grandes écoles tout l'automne. Oui. Bon, on va un peu recentrer l'interview maintenant. On va accueillir Garance qui vient tout de suite pour parler un peu plus de vous, monsieur Lassalle. On le rappelle, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et vous vous étiez lancé dans la campagne des élections présidentielles en 2017. Nous en parlons un peu plus tout de suite avec vous, Garance. Bonjour Sacha, bonjour Jean Lassalle. Bonjour, Garance. Alors vous vous êtes remis de votre défaite à la présidentielle Oui, immédiatement. immédiatement? Parce que lorsqu'on concourt, il faut concourir et savoir perdre. C'est ce qui prépare les grandes victoires de demain. Et du coup la victoire, ce serait peut-être pour 2022, vous comptez vous représenter? Ah, ça, on verra. On ne peut pas dire à l'avance. Mais bon, si M. Macron réussit tout et très bien, si la France est heureuse, si tout ce que je vois tous les jours, trimer, vivre si difficilement, sont revenus à un contexte de vie à peu près normal, il n'y a pas de raison. Sinon, oui, je pense. Si les Français sont malheureux, vous vous représenterez? Oui, absolument. Alors malgré votre défaite, vous êtes quand même élu des Pyrénées-Atlantiques. Comment ça se passe avec François de Rugy à l'Assemblée nationale? François de Rugy, plutôt bien, mais ça lui est monté un peu à la cafetière, vous savez. Il était plus simple avant quand il était sur les bancs des écolos. Il a pris la grosse tête? Il est en début de grosse tête. En fait, pour l'instant, il n'a pas été très, très bien avec moi. Bon, je suis député non inscrit, je l'ai choisi, c'est un choix délibéré que j'ai fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il est obligé de m'oublier systématiquement. Vous êtes méprisé par François de Rugy à l'Assemblée nationale? Non, mépriser, ce serait trop dire. Un peu oublié, ce qui est déjà terrible. Alors, vous vous êtes dit maltraité, justement, à l'Assemblée nationale, devant tous les élus. Est-ce qu'ils ont changé leur comportement depuis que vous l'avez dit? Non, mais beaucoup m'ont dit, mais c'est exactement ce que je ressens moi aussi. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu ne le dis pas? Ah, et je ne peux pas, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Il faut le dire quand on n'est pas bien. Moi, c'est vrai que c'est mon 4e mandat de député. C'est le mandat où j'ai le moins de plaisir. Et pourtant, nous avons une Assemblée nationale toute neuve, avec des hommes, des femmes de tous âges. Moi, quand je suis arrivé le premier jour de cette mandature, j'avais l'impression d'être sur les Champs-Élysées. Vous voyez, il faisait beau, alors que jusque-là, j'avais toujours eu l'impression d'être dans un monastère, tous bleus. Vous aviez beaucoup nuit. d'espoir et vous êtes déçu finalement? Mais déçu, on ne peut pas dire pour l'instant. Disons que ça paraît plus... je ne sais pas, moi. On dirait qu'on traite le dérisoire sans traiter l'essentiel. Mais vous me parliez surtout de la relation humaine. Avec tous les autres députés, c'est super. C'est avec le président. Et même le président de la République aussi, il m'ignore totalement, hein, comme si j'avais jamais existé. Même pendant la campagne présidentielle, il vous ignorait? Ou c'est depuis qu'il est président? Non, depuis qu'il est président. Il a pris la grosse tête aussi, comme François de Rugy? Oui, comme tous les présidents, comme Hollande, comme Sarkozy, vous savez, jeune et beau et au pouvoir, vous savez ce que c'est. Alors vous avez précisé que comparé à certains de vos collègues, vous aviez du travail à rattraper. Est-ce que vous êtes le seul à l'admettre, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient aussi travailler un petit peu plus à l'Assemblée nationale?
Mais moi, je travaille beaucoup et je crois que la plupart de mes collègues travaillent aussi. Seulement, c'est les critères pour noter le travail. Autrefois, à l'école et même maintenant, vous savez pourquoi le maître va vous mettre une bonne ou une mauvaise note. Tandis que là, on ne sait pas. Il y a même des matières sur lesquelles on vous juge, vous ne saviez pas qu'elles existaient. Vous comprenez? Alors maintenant, c'est le nombre de fois où vous êtes présent. Bon, tout ça, c'est sur des petites choses comme ça que finalement vous vous sentez jugé. Vous avez 10 réunions en même temps. Vous faites le choix comment? Parce que si vous êtes à l'une, vous n'êtes pas aux autres. Donc elles vont dire, la salle n'est pas là. Alors dans cet hémicycle, vous avez presque à chaque fois voté contre les textes qui sont proposés, mais rien n'y fait, ils passent toujours. Vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir vraiment de poids dans cette Assemblée nationale? Non, ce n'est pas ce que je dirais. Quand je juge par le nombre de collègues qui me disent, lorsque j'ai pris la parole, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, je lui dis, mais pourquoi tu ne le dis pas? Alors il regarde, si on nous regarde lorsque nous parlons. Non, je ne pense pas. Et puis vous savez, les résistants ne se lèvent pas en nombre. Or, le monde dans lequel nous sommes est un monde insupportable pour la moitié au moins de nos compatriotes. Ils ne peuvent plus le supporter parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Vous faites de la résistance à l'Assemblée nationale finalement? Oui, c'est une manière de faire de la résistance moi-même, de poser l'acte de résistance et de faire réfléchir autour de cette grande idée. Donc ça ne vous décourage pas du tout? Ah, mais pas du tout. Mais vous avez vu, les grands résistants, ils y ont consacré toute leur vie. Quand vous voyez les films des hommes qui ont marqué l'histoire, mais il vous faut 4 heures pour regarder ça. Vous n'avez pas le sentiment que tout ce que vous allez proposer va être refusé finalement par la majorité? Mais c'est toujours pareil, c'est refusé pendant un certain temps. Il faut attendre que les yeux se dessilent et que les oreilles s'ouvrent et que la réalité vous apparaisse. À ce moment-là, vous aviez tout faux et le lendemain, vous n'avez pas tout juste, mais vous êtes dans les clous. Il ne faut pas se décourager. Moi, je ne suis pas là pour gagner une palme immédiate du meilleur député, etc. Je suis là pour faire ce que j'ai fait toute ma vie, donner le meilleur de moi-même, parce que j'aime ce que je fais. C'est une vie extraordinaire et il faut tout simplement lui consentir les efforts qu'elle mérite. Merci Jean Lassalle. Merci beaucoup Garance. On accueille maintenant Lucas Pierre qui va parler un peu plus de l'actualité en général. Bonjour Sacha, bonjour Jean Lassalle. Bonjour Lucas Pierre. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée donc, de l'égalité entre les femmes et les hommes, a fait des annonces hier sur le projet de loi contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles. Et des recommandations lui ont été faites par 5 députés, dont Erwan Balanant, député Modem. Marlène Schiappa, elle, est convaincue qu'on peut définir l'outrage sexiste comme on définit le harcèlement moral au travail. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, peut-être. Encore que c'est difficile à définir, mais je crois qu'on y arrive pour le harcèlement moral. Peut-être qu'on peut y arriver, c'est plus difficile. Mais je pense surtout, ce qui manque à Marlène Schiappa, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. C'est un peu d'humanité. Je l'ai croisée en Corse et elle était chez elle. C'est-à-dire que je la trouve très, très heureuse de son sort, de sa réussite, de sa beauté, de son intelligence. Vous pensez que c'est plus de l'apparence que du fond ? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'humanité chez cette femme qui pourtant porte l'un des dossiers qui mérite le plus d'humanité de notre temps. Mais il faut sentir aussi de l'amour, il faut sentir de la connivence. Et chez elle, je n'ai entendu que de la dénonce, que de l'appel à... Vous la trouvez trop agressive ? Agressive, et puis c'est pas un bon sentiment, on dénonce, mais il y a des cas qui sont très graves et dont on ne parle peut-être pas. Mais est-ce que vous croyez que vous allez encourager les gens si c'est sur le ton de la dénonce, de la dénonciation? Elle n'utilise pas les bonnes méthodes? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut plutôt donner une certaine idée de l'être humain, de sa relation à l'autre, des hommes entre eux, de l'homme à la femme, et il faut reapprendre tout simplement à s'estimer d'abord soi-même pour estimer l'autre. Je pense que c'est un conseil que vous lui donnez du coup là? Je ne donne pas de conseil, vous me posez la question sur Marlène Schiappa, et je vous réponds. Et quand une ministre se permet de dire à un de vos journalistes de Corse Matin
Est-ce que vous allez voir Jean Lassalle? Non, je ne compte pas ni le voir, ni le croiser. Je laisse à la justice le soin de faire son travail. Et de quelle justice parle-t-on? Il n'y a pas de plainte contre moi. Est-ce que vous croyez que c'est digne de ministre? Non. Elle a encore beaucoup de travail, elle a beaucoup de talent, mais elle ne sait pas et elle a beaucoup à apprendre. Et je lui souhaite de ne pas apprendre dans la douleur, parce qu'elle verra ce que c'est. Et concernant donc cette loi, est-ce que vous pensez qu'elle sera applicable? Parce qu'on le disait, c'est difficile à définir peut-être. Est-ce que vous pensez qu'elle sera réellement applicable, cette loi? Mais les lois sont applicables lorsque elles sont partagées, lorsque une très grande majorité de citoyens s'y retrouvent. À ce moment-là, elle est applicable parce qu'elle repose sur des piliers. Mais selon vous, le concept est partagé de tous. C'est-à-dire, il y a trop de violences faites aux femmes. Il y a trop de femmes qui meurent encore sous les coups de leurs compagnons. Et il y a des jeunes femmes qui sont blessées à vie pour avoir vu leur mère maltraitée. Mais il y a aussi des hommes qui sont très malheureux et des enfants. Donc c'est de tout cela dont il faut prendre conscience. Très bien, on a compris. Merci Jean Lassalle. Troisième intervieweur maintenant, Jean Lassalle. On va se recentrer un peu sur le salon de l'agriculture, bien évidemment. Avec vous, Yanis Darras. Bonjour Yanis. Bonjour Sacha, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, vous le savez, gros sujet d'actualité cette année, c'est bien sûr le remaniement de la carte des zones défavorisées. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de la retravailler, cette carte? Non, c'est une grande ânerie. Une ânerie monumentale. Mais vous savez pourquoi on la remanie? Parce que la communauté européenne ne veut plus donner d'argent. Et pourquoi? Parce que Paris a décidé qu'il fallait laisser tomber. Pourquoi Paris a décidé qu'il fallait tomber? Mais parce que Paris considère pour l'instant que l'agriculture dans des territoires un peu reculés, et même dans les territoires tout court, n'est plus une priorité. Il a fallu... Donc c'est laisser tomber les zones rurales? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 30 ans? Et là maintenant, ça s'amplifie. On enlève tout. On enlève l'agriculteur. Il y a des communes entières, il n'y a plus un seul agriculteur. Et on enlève même les maires. Et grâce aux maires et aux agriculteurs, nous avons le pays le plus beau de France. Si vous le regardez par avion, on dirait un jardin de le nôtre. Alors le gouvernement se veut assez quand même optimiste. Ils annoncent 14 000 communes dans la future carte contre à peine 10 400 aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un mal pour un bien finalement d'annoncer autant de nouvelles communes dans la carte alors qu'on sait que 1300 communes vont être retirées aussi? Tout ça est nul et non avenu. Les hommes et les femmes que je côtoie tous les jours ont besoin d'être rassurés, qu'ils soient dans des zones sensibles ou pas. Ils ont besoin d'être rassurés. Si en plus de tout ce qu'ils ont, on leur dit « toi tu n'y es plus », c'est leur enlever le sentiment qu'ils avaient quelque chose, qu'ils ne savaient pas toujours d'ailleurs. Moi je crois que c'est une très Mais certaines mauvaise manière. communes, ils sont dans cette carte depuis 1976. Donc peut-être que les choses ont changé maintenant, la région a changé, le climat a changé aussi. Ils n'ont peut-être plus besoin de toucher les aides qu'ils touchaient actuellement, non? Oui, en 1976, il y avait 3,5 millions de paysans en France. Il y en a 400 000 aujourd'hui. Ça a été un succès total, un succès dont nous pouvons tous être fiers. Et si nous continuons comme ça, mes chers amis, il n'en restera plus un seul. Donc c'est quoi? C'est l'Europe tue nos agriculteurs? L'Europe tue les agriculteurs européens? L'Europe a bon dos parce que c'est pratique. Tous les gouvernements qui sont dans une incapacité terrifiante disent l'Europe. C'est vrai que l'Europe s'est bureaucratisée. Donc c'est la faute de la France, c'est la faute des gouvernements depuis 40 ans. Oui, c'est la France. Il n'y a pas eu de président depuis 40 ans. Et il n'y a pas... L'Europe a très mal tourné. Au lieu d'être l'Europe du cœur, de l'espoir pour tous, cette Europe que tout le monde a portée en son cœur, c'est devenu une technocratie effroyable. Voilà ce que c'est. Est basé sur une financiarisation à toute épreuve. Donc alors là, la finance a tué alors l'agriculture finalement. Vous avez vu dans mon raisonnement que c'était un peu plus complexe que ça. C'est pas que la finance, c'est un ensemble, c'est une orientation néfaste qui tourne le dos à la civilisation. Et la civilisation française, c'est avant tout des paysans, c'est aussi des ouvriers, c'est des territoires merveilleusement entretenus. C'est un pays où tout pousse, où l'on peut tout produire et où on a des paysans chaleureux et sympas.
Et c'est comme ça qu'il faut leur parler. Et c'est ainsi qu'on va de nouveau faire de ce pays un des pays les plus recherchés au monde. Mais l'Union européenne n'a pas raison aussi peut-être de remodifier cette carte quand on sait que voilà, le climat a changé depuis 20 ans. Est-ce que c'est pas justement pour répondre à la question climatique plutôt que faire des économies qu'on demande aux pays de l'Union de refaire la carte? Mais bien sûr que c'est pour faire des économies. Nous ne savons faire que ça. Bientôt, on va vous demander de ne pas vous soigner les dents. Comme ça, on ne va pas vous rembourser la sécurité sociale. Et tant pis s'il y a moins d'agriculteurs, on fait des économies. Mais il n'y a qu'à voir ce que sont devenus nos villages, ce que deviennent les 3/4 de notre territoire, dans un état d'abandon qui fait peur. Et avec ça, c'est aussi la carte du tourisme que nous pourrions jouer. Non, je vous dis, la France est un pays qui peut tout produire, qui peut tout transformer, tout pousse. Et l'on laisse tomber ceux qui, depuis des siècles, savent tellement bien le faire. Au lieu de les encourager, au lieu d'être à leur côté pour prêter main forte, on met des préfets pour les taxer, pour les contrôler, des TM, vous savez, pour mieux aller regarder leurs petites affaires. C'est une misère humaine. Merci Jean Lassalle. Merci beaucoup Yanis. Maintenant, monsieur Lassalle, on va un peu se détendre, on va s'hydrater, on va manger. On se retrouve dans quelques instants. Je n'étais pas déshydraté et je n'étais pas misérable. Non, mais on va un peu parler de choses un peu moins sérieuses. Vous me parlez, ça me passionne, vous comprenez. Mais vous aussi, vous me passionnez. Et voilà. Et on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct pour l'émission À Travers Champs. De retour sur Fréquence EJ, toujours en direct du studio du Siècle Vert. Jérémy Richalet vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Jérémy. Sacha. Alors chaque jour, vous nous présentez, Jérémy, les innovations et les nouvelles technologies adaptées au monde agricole. Elles sont proposées d'ailleurs pour la plupart ici, dans ce hall numéro 4 du Salon de l'Agriculture. Et ce matin, vous venez nous parler des nouvelles solutions d'agronomie de précision en compagnie de Jérôme Leroy. Vous êtes fondateur de la start-up Winat. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors, on reste dans les objets connectés puisque hier, déjà, on vous présentait plusieurs boîtiers susceptibles de simplifier les tâches quotidiennes des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe puisque Winat, lui aussi, propose des outils connectés, mais cette fois-ci plus axés sur un élément indissociable de l'agriculture, les conditions météo et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la gestion des parcelles. Jérôme Leroy, vous êtes fondateur de Winat. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière fonctionne la technologie des capteurs connectés proposés par Winat? Oui, donc nous avons inventé des capteurs il y a maintenant 4 ans. Il y en a juste un derrière moi qui mesure de nombreux paramètres en temps réel. Ces données remontent toutes les 15 minutes sur une application mobile qui permet à l'agriculteur d'optimiser la maîtrise des conditions météorologiques prévisionnelles et ainsi mieux anticiper le développement de la plante pour améliorer notamment son irrigation, pour améliorer son rendement, pour améliorer la qualité de ses productions. Donc, est-ce que cette technologie est destinée et adaptée à tous les types de parcelles ou c'est très précis? Non, notre vocation, c'est de viser tous les agriculteurs dans le monde entier. On a démarré par la France. Notre logiciel, il est compatible avec de multiples types de capteurs. Et nos solutions actuellement disponibles sont plutôt orientées sur des grandes cultures, mais aussi sur la viticulture, l'arboriculture ou la vigne. Donc, quels sont les grands avantages des utilisateurs de Winat? Donc, les grands avantages, c'est d'avoir disponible en temps réel sur son téléphone mobile, la météo observée, un historique qui permet aussi d'une année sur l'autre de mieux maîtriser les paramètres, l'autonomie d'un capteur, la facilité d'utilisation, c'est 5 ans d'autonomie, aucun panneau solaire, aucun câble, ça fonctionne directement, ça marche également dans les zones blanches, donc dans les zones où on n'a pas encore la 4G ou la 5G, ce capteur va remonter l'info sur Internet et ça va permettre à l'agriculteur d'anticiper des problèmes climatiques, des problèmes sanitaires et de pouvoir mieux aussi organiser son temps et son planning quand ses parcelles sont éloignées de sa ferme. Et donc toutes ces données sont reliées à une application? Exactement, sur laquelle nous avons aujourd'hui 1200 abonnés. Alors, et de plus, je rajoute que tous ces agriculteurs connectés sont aussi en communauté, c'est-à-dire qu'on crée des communautés par terroir. On en a dans le sud-ouest, on en a dans le nord de la France, on en a en Rhône-Alpes, on en a en Bretagne et en Vendée. Et ces agriculteurs partagent au sein d'une communauté leur savoir-faire et leurs données. Comment vous est venue cette idée d'adapter les nouvelles technologies justement au secteur de l'agriculture? Alors moi je suis issu du monde agricole, je suis petit-fils d'agriculteur des deux côtés, du maraîchage, et j'ai souhaité, après une expérience dans les nouvelles technologies, pouvoir apporter au monde agricole un savoir-faire scientifique et agronomique
basé sur des données temps réel. C'est la raison pour laquelle on a inventé des capteurs, mais pour laquelle on a aussi investi énormément sur le logiciel et l'intelligence agronomique de la plateforme. C'était indispensable selon vous que l'agriculture se mette à la technologie? Oui, c'est devenu maintenant un élément très important puisque les agriculteurs veulent améliorer leur confort de vie, leur qualité de vie, veulent améliorer et depuis très longtemps la qualité de leur production, veulent aussi avoir un niveau de rentabilité sur les exploitations. Et bien évidemment, il y a aussi l'aspect réglementaire et environnemental où l'impact de chacune des productions doit aussi être pris en compte dans les pratiques agricoles. Et à ce jour, combien d'utilisateurs pour Winat? Nous avons 1200 utilisateurs aujourd'hui dans 5 pays en Europe. Merci beaucoup Jérôme Leroy. Merci beaucoup Jérémy Richali. Merci aussi à vous Monsieur Leroy. On le rappelle, vous êtes fondateur de la start-up Winat. Vous me permettez de dire juste un mot sur ce que vient de dire Monsieur Leroy. Écoutez, c'est génial. Je trouve que c'est la science et l'amour de la terre qui sont réunis dans ce qu'il a fait. Et je souhaite de tout cœur que ça se développe. Moi, je vais en parler autour de moi parce qu'avoir autant de données sans faire du mal à personne, sans besoin d'énergie supplémentaire, parce que c'est formidable. Déjà, comment ça se passait l'an dernier, se remettre en tête, c'est ce qu'il a dit. Et puis, avoir une vision sur le passé pour pouvoir mettre en route le présent et l'avenir aussi. Bravo, je vous remercie et félicite. Il y a des jeunes qui ont vraiment des idées et ça c'est une idée qui va se multiplier. Je pense que toutes les fermes qui connaîtront ça feront appel à vous. Alors, Merci beaucoup. On va un peu changer de sujet, je vous l'avais promis. On va un peu s'hydrater maintenant, Monsieur Lassalle. Et comme chaque jour, Antoine Bourlon nous rejoint au plateau pour sa chronique gastronomique. Alors hier, c'était le fromage. Et aujourd'hui, c'est le vin et plus particulièrement le vin du Jura. Ah. Oui, bonjour Sacha, exactement, le vin du Jura. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Et donc on reçoit Monsieur Denis Granvaux qui est président du Caveau des Biards. Donc vous êtes producteur de vin dans le Jura. C'est une production familiale que vous avez qui produit le fameux vin jaune entre autres, mais aussi d'autres produits plus méconnus. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu ce que vous nous avez rapporté ici? Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour. Oui, je suis président du Caveau des Biards, une petite fruitière vinicole, coopérative dans le reste de la France, mais dans le Jura on appelle ça une fruitière parce qu'on travaille les fruits du vigneron. Et là je vous ai amené 3 spécialités du Jura qui sont le vin de paille, le vin jaune, dont on vient faire la percée du vin jaune, la plus grande fête viticole de France. On travaille beaucoup sur le notourisme et le crément du Jura. Et on va peut-être goûter ce crément avec Monsieur Lassalle. Voilà, on a apporté 2 verres sur le plateau. Sacha, je vous l'ai fait. Avec grand plaisir. Donc notre crément du Jura, qui est médaillé. Donc qu'est-ce que c'est le crément? Vous pouvez un peu nous expliquer Sacha? Donc les créments du Jura, oui, on fait partie de là aussi des créments de France, quoi. Donc il y a un cahier des charges bien particulier. Notamment au niveau de la vendange. On doit presser les raisins en vendange entière, des rendements contrôlés, une dégustation chez nous avant mise à marché. Voilà, tout un process des appellations d'origine contrôlée. Et dans le Jura, il y a quelque chose qui réchauffe, mais quelque chose qu'on ne connaît pas aussi, c'est le vin de paille. Monsieur Granvaux, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et aux gens qui sont présents autour du plateau, qu'est-ce que c'est le vin de paille? Donc le vin de paille, oui, les vins du Jura, enfin les vins en général font partie de l'alimentation française. Donc le vin de paille chez nous c'est une spécialité, c'est un vin qui est pastrier. Donc on va récolter les raisins avant vendange, prendre les belles grappes, les plus lâches, qui sont pas un grain de pourri, tout ça, et qu'on va faire sécher sur la paille pendant 2 à 3 mois, ça dépend des saisons. Et une fois que notre raisin sera bien sec, donc réduction d'eau, concentration en sucre, ça va nous faire un vin liquoreux naturel, quoi. Et il va rester en fermentation pendant 3 ans. Alors j'étais à Saint-Claude. Je t'ai vu, je pense, il y a 8 jours. Tout à fait. Et j'ai dégusté le vin de paille que je connaissais un peu, mais pas tellement, parce que vous avez beaucoup progressé et vous l'avez beaucoup amélioré. Il faut dire que Saint-Claude est une ville extraordinaire. C'est des montagnards de l'Ain. Et comme tous les montagnards, ils sont là et avec du bon vin de paille. Et ce bon vin, on peut d'ailleurs le déguster dans le pavillon 3. Donc sur le stand de Monsieur Granvaux. Avis aux amateurs. Voilà, avis aux amateurs, du vin médaillé en plus. Quoi de mieux? Sur le stand du Caveau des Biards, là, je vous invite à venir déguster notre vin de paille médaille d'or cette année au concours général agricole. Et notre crément médaille d'or aussi au concours général agricole. Merci beaucoup, Monsieur Granvaux. On le rappelle, vous êtes président du Caveau des Biards. C'est pas un voyage à vide, ça. Hein? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup.
Kevin, vous allez nous présenter un produit typiquement franc-comtois, la cancouillotte. Cancouillotte, c'est ça? Cancoyotte. Cancoyotte, autant C'est ça, pour moi. Sacha. Tout à fait, étant moi-même fièrement franc-comtois, ça aurait été une erreur de ne pas vous présenter ce célèbre produit de cette belle région, donc la cancoyotte, ce savoureux fromage liquide. Donc pour nous en parler, monsieur Thierry Lehmann, le gérant de la fromagerie du même nom, la fromagerie Lehmann, donc en Franche-Comté. Sacha, vous connaissez la cancoyotte ou pas du tout? Vaguement, disons. Et monsieur Jean Lassalle, vous connaissez la cancoyotte ou pas du tout? Écoutez, je découvre un petit peu à l'instant, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Je me dis que maintenant, nous allons faire connaissance pour de bon. Tout à fait, monsieur Thierry Lehmann, vous allez dans quelques instants pouvoir nous présenter vos produits. On a tous hâte sur le plateau. Mais juste avant, laissez-moi vous poser quelques questions sur ce produit qui est encore assez méconnu des Français. J'ai pu voir dans une interview que vous avez déclaré que vous faisiez des produits comme autrefois, avec des méthodes traditionnelles, que vous mettez 3 heures pour la fabriquer, alors qu'ailleurs ils mettent 20 minutes. Justement, quelles sont ces méthodes traditionnelles? C'est une méthode très très simple, donc vraiment à l'ancienne, donc on va dire comme grand-mère faisait. Donc on veut avoir le goût, mon logo c'est le goût avant tout, et justement je vais récupérer donc, vraiment le goût qu'on peut trouver dans mes produits. Donc c'est pour ça que on met plus longtemps, on fait mijoter. C'est comme on va dire un cuisinier, il met longtemps on va dire pour mijoter ses produits pour pouvoir ressortir un goût, une texture totalement différente par rapport à des industriels. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes vous-même fromager? Alors moi je suis fromager, donc moi je suis la 3e génération, j'ai mon fils qui est arrivé à la 4e génération. Donc, vous voyez, c'est une belle entreprise familiale. Du coup. Très grande familiale. C'est important d'avoir une image comme ça, familiale? Oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a une passion surtout. Je vais maintenant vous laisser nous présenter vos produits, donc à Sacha et monsieur aussi Jean Lassalle, qui ne connaissent pas ce produit. Alors on a donc la cancoyotte, on est sur 14 parfums. Alors donc vous avez déjà la nature, hein, donc, qui est le produit phare. Donc, donc la cancoyotte, c'est du lait crémé qu'on va folliculer pour faire le fromage, et après on va le fondre, on l'affine et on le fond. Et on arrive avec une texture, on va dire, semi-collante. Et qu'on peut tartiner, donc soit sur, comme nous les bons francs-comtois, nous on déjeune ça au déjeuner, hein, comme les ch'tis, donc avec le maroilles, et aussi autrement on peut faire en coquillotte chaude. C'est-à-dire une saucisse de morteau avec ou soit du jambon à l'os du haut-doux, et on met donc la cocoyotte avec une petite salade. Mi-beurre, mi-fromage. Mi-beurre, mi-fromage. Ouais, voilà, oui. ouais. Ça doit être bon. J'ai envie de redéjeuner. Oui, exactement. C'est bientôt l'heure du déjeuner. C'est très bon. Alors donc on a plusieurs parfums. Donc ce qui est la différence, on va dire par rapport aussi aux industriels, c'est que j'ai fait beaucoup plus de parfums innovants. Donc je fais la moutarde à l'ancienne, l'absinthe, basilic, mori, truffe. Et au fur et à mesure, justement, je ne veux pas non plus faire de grosses quantités, donc je fais seulement parce que je veux travailler beaucoup avec des producteurs locaux. Je prends tous mes produits qui sont locaux aussi, et forcément, donc j'arrive à avoir un produit totalement différent par rapport à un industriel, et j'essaie de faire par rapport à beaucoup de parfums pour qu'on découvre mieux la cancoyotte. Alors justement, monsieur Lehmann, autre produit phare de la Franche-Comté, le comté, et vous produisez de la crème de comté. C'est une volonté de vos clients ou une volonté personnelle? Alors c'est, on va dire, déjà personnel. Déjà personnel parce que j'aime bien découvrir un peu tous les produits. Alors donc j'ai fait une crème de comté, on fait la crème de morbier. J'ai donc aussi une crème de Munster, on fait. Et la dernière, c'est une crème de Kakuya. C'est un fromage qui est fait dans le haut-doux et avec un goût de noix. Voilà. Donc on fait des crèmes avec ça. Très bien. Je vous remercie monsieur Lehmann, et j'annonce qu'on peut vous retrouver au pavillon 3 dans la région évidemment Bourgogne-Franche-Comté. Et on viendra déguster juste après l'émission avec Jean Lassalle, promis. Et je vous laisse encore aussi pour déguster ici. Ah ben, c'est très gentil, merci. Merci à vous. Et on retrouve Hugo Franceschi avec une entrée fracassante. Oui, bonjour Sacha, bonjour Jean Lassalle. Vous allez nous parler du programme du jour. On commence avec un animal dont on a un peu parlé depuis le début du salon. Effectivement Sacha, j'ai souvent évoqué lors de mes précédentes interventions les concours relatifs aux vaches, aux moutons ou encore aux cochons et même aux chiens. Mais pourtant je n'ai jamais parlé des chèvres. Alors ça tombe bien puisqu'aujourd'hui les chèvres sont à l'honneur lors du salon de l'agriculture. Alors ça suscite
situera au pavillon numéro 1 sur le ring Auvin-Caprin. À partir de 15h30, il y aura la présentation des 6 espèces différentes de chèvres, des 6 races plutôt, pas des espèces, qu'on peut retrouver sur notre territoire. Une autre présentation aura lieu, une présentation un peu plus sportive cette fois-ci, sur le pavillon 2.1 à partir de 13h15 sur la carrière équine. Elle mettra en avant l'espèce équine justement à travers le trophée des chevaux de territoire, un concours réunissant différentes races de chevaux et qui consiste également à démontrer leur maniabilité à travers une épreuve de montée composée de 10 obstacles différents. Et aujourd'hui, on met également en lumière le travail des agriculteurs, des éleveurs et aussi des producteurs. Tout à fait, Sacha, car si on a tendance à l'oublier, il est très important de le rappeler. Il faut souligner le travail fourni par les hommes et les femmes qui animent le salon de l'agriculture. Alors, on va d'abord les évaluer. Par exemple, vous pourrez assister au challenge sanitaire de la peau et de la laine pour les moutons. Ce concours détermine la propreté des bêtes en fonction de plusieurs critères, l'absence ou la présence de parasites, la finesse et l'homogénéité de la laine, ainsi que l'aspect général de l'animal, c'est-à-dire sa corpulence et sa démarche. Vous êtes un fin connaisseur, hein ? Exactement. Ça se voit. Et si on récompense le bien-être des animaux, on récompense aussi ceux qui font des gestes pour la planète. Tout à fait, Sacha. De 14h à 16h30, toujours au pavillon numéro 1, vous pourrez retrouver la prestigieuse remise des prix des pratiques agroécologiques pour les prairies. Ce concours met en valeur le savoir-faire des éleveurs pour valoriser et pour renouveler justement les qualités agronomiques et écologiques des prairies. Donc des prairies qui, je le rappelle, sont non semées, c'est-à-dire qu'elles permettent de tirer le meilleur profit pour l'alimentation justement de leurs troupeaux. Et cependant, il n'y a pas que les éleveurs aguerris qui sont mis à l'épreuve. Absolument, Sacha. Les étudiants aussi sont évalués. Les étudiants aussi. Oui, évalués. Les étudiants évalués aujourd'hui lors du Trophée national des lycées agricoles. 2 épreuves de manipulation sont au programme. Une première qui aura lieu toujours au pavillon numéro 1 de 11h à midi. Il s'agira de présenter et de manipuler des chèvres. On en revient aux chèvres encore une fois. Et de 14h à 19h, il s'agira de manipuler un bovin. Alors, toutes ces manipulations, bien évidemment, doivent respecter plusieurs règles, des règles de sécurité, des règles d'ergonomie ainsi que des règles du bien-être de l'animal. Et bonne chance à tous ces étudiants et merci à vous Hugo. Merci Sacha. Vous l'avez compris Monsieur Lassalle, le programme il est exhaustif, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui, je suis très heureux d'ailleurs que les lycées agricoles y soient en masse parce que c'est un excellent creuset pour entrer dans l'agriculture ou dans le monde para-agricole. Et des lycéens qui doivent s'occuper de chèvres, je vous assure que c'est l'animal qui est certainement le plus difficile à faire évoluer parmi tous ceux qui sont domestiqués par l'homme. Résister à une chèvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez peut-être l'occasion de les voir justement, on le rappelle, de 11h à midi ainsi que de 14h à 19h. Merci encore Monsieur Lassalle, merci à vous également Monsieur Lehmann pour être intervenu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain, même heure, à travers Champ le Rappel est en direct sur Facebook sur la page Fréquence ESJ. Et demain, notre invité sera Gérard Filoche qui répondra également aux différentes questions des étudiants et des journalistes présents. Merci à tous de nous avoir suivis, à demain, au revoir. Et merci et vive le Studio Vert.